Erlinda Avila, 15 bombardiers B-25 Captivance, médaille d'or 2025, 80 ans plus tard, RUD, 18, W2 Avios date 09-11-2025, dimanche, langue, américain, NUS, scénario viral, version 4.0, newsjacking 2025, accroche nucléaire 2025, 300-500 caractères, connexion tendance, 21 mars 2025, Musée national de la Seconde Guerre mondiale, Nouvelle-Orléans, 18 femmes, portant des foulards à pois rouges, pénètrent dans la cérémonie. Le personnel et les visiteurs bordent la place, agitant des drapeaux américains, parmi eux, Erlinda Avila, 97 ans. Mais en 1943, elle n'avait que 15 ans. Assez petite pour ramper à l'intérieur des ailes des bombardiers B-25. Ses mains ont construit les avions qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, 80 ans trop tard. La médaille d'or du Congrès. La plus haute distinction civile que l'Amérique puisse décerner. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps? Et qu'est-ce qu'Erlinda a fait à l'intérieur de ses ailes que l'armée n'a trouvé personne d'autre pour faire? Bloc 1. L'adolescente qui construisait des bombardiers. 1943, Phoenix, Arizona, Erlinda Avila passe devant le bureau de recrutement de l'armée pour la 3e fois cette semaine. Elle a 15 ans. Son frère vient d'être enrôlé et envoyé au Japon. Elle veut servir. Elle entre. Le recruteur lève les yeux. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?»« Je veux m'enrôler. » Il sourit, pas méchamment. « Je suis désolé. Les femmes ne peuvent pas s'enrôler dans des rôles de combat. » Erlinda hoche la tête. Elle s'y attendait. Qu'en est-il? Des rôles non combattants. Quel âge avez-vous? 15 ans. Le sourire du recruteur s'estompe. Revenez dans 3 ans. Erlinda s'en va, mais elle ne rentre pas chez elle. À 2 pâtés de maison. Il y a un autre type de recrutement, une affiche sur le mur d'une usine. On peut le faire avec une femme qui montre son bras. En dessous, ouvrier de la défense recherché, aucune expérience nécessaire. Erlinda entre. Cette fois, personne ne lui demande son âge. Le contremaître la regarde de haut en bas. « Vous avez déjà travaillé le métal ?»« Non, monsieur. » Pouvez-vous vous faufiler dans des petits espaces? Erlinda ne comprend pas la question, mais elle hoche la tête. Quand même, le contremaître sourit. Quand pouvez-vous commencer? Micro-récompense 1, 20%. Cette question, pouvez-vous vous faufiler dans des petits espaces, n'était pas aléatoire. Le bombardier B-25 Mitchell avait un défaut de conception critique qui allait déterminer qui pouvait le construire, et Erlinda Avila, à 15 ans, et à peine 1,50 m, était exactement ce dont North American Aviation avait désespérément besoin. Bloc 2, à l'intérieur des ailes. Premier jour, usine North American Aviation, Kansas City. Erlinda se tient devant un bombardier B-25 Mitchell. Il est énorme, 2 moteurs, 2 empennages, 22 mètres de long. Le contremaître la conduit autour de l'aile. Voyez-vous cette ouverture? Erlinda la voit. Une petite trappe, peut-être 45 cm de large. Vous allez entrer à l'intérieur. Erlinda cligne des yeux. À l'intérieur de l'aile. C'est là que vont les rivets, réservoirs de carburant, conduite hydraulique, câbles de commande. Tout passe à travers l'aile. Nous avons besoin de quelqu'un d'assez petit pour s'y introduire et d'assez fort pour manier un pistolet à rifter pendant 8 heures. Il lui tend un pistolet à rifter. Il pèse 5,5 kg. Vous travaillerez dans le noir. Il y a une seule lumière. Vous serez sur le ventre, sur le dos, sur le côté, quelle que soit la position, qui vous permette d'atteindre le trou du rivet. Vous entendrez le contre-boutrole, de l'autre côté de l'aluminium. Quand vous l'entendrez, vous appuierez sur la gâchette. 3 secondes. Pas 2, pas 4, 3. Si le rivet est trop lâche,
L'aile cède en vol. S'il est trop serré, le métal se fissure. Vous comprenez? Erlinda hoche la tête. Bien, entrez! Erlinda rampe à travers la trappe. À l'intérieur, l'aile est sombre, étroite, et sent le carburant d'aviation et le métal chaud. Elle entend des voix à l'extérieur, étouffées. Elle entend le bruit de l'usine, marteaux, perceuses, pistolets à riveter, qui tirent sur d'autres avions. Elle se positionne, sous le premier trou de rivet. La lumière le traverse. Une voix de l'extérieur est prête. Erlinda appuie le pistolet à riveter contre le trou. Prête. Bam, bam, bam. Le contre-boutrole martèle l'autre côté. Erlinda appuie sur la gâchette. Le pistolet à riveter rugit. 3 secondes. Le rivet s'aplatit. Parfait. Le suivant. Elle rampe de 15 cm. Son épaule érafle l'aluminium. Elle se repositionne. Un autre trou de rivet. Bam, bam, bam. Elle appuie sur la gâchette. 3 secondes. Le suivant, cela continue, pendant 8 heures. Quand Erlinda sort enfin de l'aile, ses bras tremblent. Ses mains sont couvertes d'ampoules. Sa combinaison est trempée de sueur. Le contremaître vérifie son travail, avec une lampe de poche et une jauge de mesure. 47 rivets. Tous parfaits. Il hoche la tête. À demain. Cliffhanger 1. Erlinda a travaillé à l'intérieur de ses ailes pendant 18 mois. Mais il y a quelque chose que personne ne lui a dit. Quelque chose que les ingénieurs ont découvert trop tard. Le B-25 Mitchell avait le taux de défaillance structurelle en vol, le plus élevé de tous les bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était à cause des rivets. Bloc 2.5. Le B-25 Mitchell. Pourquoi la taille compte? Avant de comprendre pourquoi le travail d'Erlinda était crucial, vous devez comprendre le bombardier B-25 Mitchell lui-même. Parce que ce n'était pas n'importe quel avion, c'était le bombardier qui allait bombarder Tokyo, le bombardier qui allait soutenir le jour J, le bombardier qui allait effectuer plus de missions de combat que tout autre avion bimoteur américain de la Seconde Guerre mondiale. Spécification: 22 mètres de long, 20 mètres d'envergure, poids à vide, 9000 kg, poids maximal au décollage, 15 800 kg. 2 moteurs Wright R2600 Cyclone, 1400 chevaux chacun, vitesse maximale, 438 km/h. Autonomie, 2160 km. Équipage, 6. Armement, 12 mitrailleuses de calibre 50. Charge de bombe, 1300 kg. Mais voici ce qui compte. Les ailes. Les ailes du B-25 n'étaient pas seulement des surfaces portantes, c'étaient des réservoirs de carburant structurel. Tout l'espace intérieur de l'aile, du fuselage aux nacelles des moteurs, était une cellule de carburant. 2400 litres d'essence d'aviation à indice d'octane élevé, circulant à travers des réservoirs en aluminium, rivetés directement dans la structure de l'aile. Cette conception était brillante. Elle éliminait les réservoirs de carburant externes, elle réduisait la traînée, elle augmentait l'autonomie. Mais cela a créé un problème. Si un seul rivet cédait, si un seul rivet était trop lâche, ou trop serré, ou mal aligné, du carburant pouvait s'infiltrer dans la cavité de l'aile. Pas dans le réservoir de carburant, dans la structure de l'aile elle-même, s'accumulant autour des câbles électriques, autour des conduites hydrauliques, autour des composants métalliques chauds. Et si ce carburant s'enflammait, l'aile ne prenait pas seulement feu, elle explosait. C'est arrivé 16 fois. En plein vol, entre mars et août 1943, 16 bombardiers B-25 perdus, 96 membres d'équipage tués, pas par le feu ennemi, par l'ingénierie. Les forces aériennes de l'armée ont classifié les rapports. Ils ne voulaient pas que le public, ni l'ennemi, sache que les bombardiers américains avaient des défaillances structurelles. Ils disaient aux familles que les avions étaient perdus au combat, ce qui était faux.
Ils étaient perdus à cause de rivets, et la personne qui allait résoudre ce problème avait 15 ans, allongée sur le ventre à l'intérieur d'une aile à Kansas City, posant des rivets avec un pistolet de 5 kilos, 3 secondes par rivet, 47 rivets par jour, 6000 rivets au total. Erlinda Avila ne savait pas qu'elle sauvait des vies. Elle pensait juste qu'elle construisait des bombardiers. Elle avait tort. Babigim. L'octroi. Le secret à l'intérieur des ailes. 1943. Département d'ingénierie de North American Aviation. Un rapport atterrit sur le bureau de l'ingénieur en chef. Analyse des défaillances structurelles des ailes de B-25. 16 bombardiers perdus. Pas à cause des tirs ennemis, mais à cause de la défaillance des ailes. En plein vol. Les ailes se séparaient simplement du fuselage. Les ingénieurs enquêtent. Ils retirent un B-25 de la chaîne de production. Ils radiographient les ailes. Et ils trouvent le problème. Les rivets. Pas les rivets d'Erlinda. Pas les rivets installés par des ouvrières comme elle. Les rivets installés par les machines automatisées sur les panneaux d'ailes extérieures. Les machines étaient plus rapides. 3 rivets par seconde. Mais elles étaient inconsistantes. Certains rivets étaient trop lâches. Certains trop serrés. Les concentrations de contraintes provoquaient des micro-fissures. Avec le temps, ces fissures se propageaient jusqu'à ce que l'aile cède. Les ingénieurs présentent leurs conclusions. Nous devons remplacer tout le rivetage automatisé des ailes par un rivetage manuel, posé à la main, avec une précision humaine. Le directeur de production pose la question évidente. Comment ? Nous produisons 8 B-25 par jour. Le rivetage manuel réduira cela de moitié. L'ingénieur en chef secoue la tête. Pas si nous formons plus d'ouvrières comme Erlinda Avila. Le directeur de production ne comprend pas. Qui ? La jeune fille de 15 ans de la section 7. Elle rive manuellement les structures intérieures des ailes depuis 6 mois. Nous avons inspecté son travail. 0 défaut. Pas un seul. Le directeur de production sort son dossier. Erlinda Avila. Âge, 15 ans. Taille, 1,50 m. Poids, 45 kg. Expérience, aucune. Il lève les yeux. C'est une enfant. L'ingénieur en chef acquiesce. Elle est parfaite. Elle est assez petite pour rentrer à l'intérieur des ailes. Ses mains sont fermes et elle se soucie de son travail. Les machines s'en fichent. Elle, non. Micro-récompense de 40%. Cette décision, remplacer les machines par des ouvrières comme Erlinda, a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Fin 1943. Les défaillances structurelles des B-25 sont tombées à 0. Pas un seul B-25 perdu à cause de la défaillance d'une aile après le passage au rivetage manuel. Mais personne ne savait qui avait fait le travail. Ni les pilotes, ni les généraux, pas même les ingénieurs qui avaient pris la décision, jusqu'au 21 mars 2025. Dessous, je dis tout suite. Bloc 4. La fille qui ne pouvait pas voter. Erlinda Avila n'a pas seulement construit des bombardiers, elle les a construits en tant que femme Navajo en 1943. Ce qui signifiait qu'elle vivait dans un pays qui ne la reconnaissait pas comme une citoyenne à part entière. Les Amérindiens n'ont obtenu la citoyenneté américaine qu'en 1924. Même alors, de nombreux États refusaient de les laisser voter. L'Arizona était l'un d'eux. Les citoyens Navajo n'ont pas pu voter en Arizona avant 1948. Alors, en 1943, Erlinda Avila construisait l'avion qui défendait la démocratie américaine, mais elle ne pouvait pas y participer. L'ironie ne lui échappait pas. Des années plus tard, dans une interview, Erlinda dira « On m'a dit que je ne pouvais pas voter parce que je n'étais pas assez américaine. Mais j'étais assez américaine pour ramper à l'intérieur d'une aile de bombardier et la riveter pour que quelqu'un d'autre puisse la piloter au combat. Elle marque une pause. Ça n'avait pas de sens pour moi. Ça n'en a toujours pas. Mais elle a continué à travailler. 18 mois à l'intérieur de ses ailes.
6 000 rivets. 8 heures par jour, 6 jours par semaine, et puis un jour, le contremaître la prend à part. « Erlinda, il faut que je te parle. » Elle pense qu'elle va être licenciée. Il lui tend un télégramme. « Ton frère, il rentre à la maison. » Erlinda le lit. Son frère a survécu. Il est démobilisé. Il sera à la maison dans 3 semaines. Le contremaître sourit. « Tu as fait du bon travail ici. Du très bon travail. Si tu veux rester, tu peux. » Erlinda regarde le B-25 sur la chaîne de production, puis elle regarde le télégramme. « J'ai fini, dit-elle. » Elle sort de l'usine. Elle n'y retourne jamais. Cliffhanger 2. Pendant 80 ans, la contribution d'Erlinda Avila a été invisible. Elle n'a pas eu de médaille, pas de reconnaissance, pas de trace dans une base de données officielle. Mais en mars 2025, quelqu'un l'a trouvée. Et quand ils l'ont fait, ils ont réalisé quelque chose qui a tout changé. Erlinda n'était pas la seule. Bloc 5, 310 000 femmes. 2023, une historienne du National World War II Museum de la Nouvelle-Orléans commence à fouiller dans les archives. Elle recherche des femmes qui ont travaillé dans les usines de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'attend à trouver quelques centaines de noms, peut-être 1 millier. Elle en trouve 5 millions. 5 millions de femmes ont travaillé dans les industries de défense américaines entre 1940 et 1945. Mais il y a un problème. La plupart d'entre elles n'ont jamais été officiellement enregistrées. Pas de nom, pas de registre, pas de preuve qu'elles aient existé, sauf pour un groupe. North American Aviation tenait des registres méticuleux. Il suivait chaque ouvrière qui effectuait le rivetage manuel sur les structures critiques des avions. Pourquoi? Parce que si un avion tombait en panne, ils avaient besoin de savoir qui l'avait construit. L'historienne trouve les registres, 12 000 noms, des femmes qui ont riveté manuellement des bombardiers B-25, des P-51 Mustang, et d'autres avions entre 1942 et 1945. Un nom, Erlinda Avila. Âge, 15 ans. Section 7. Rivetage intérieur des ailes. 6 000 rivets. 0 défaut. L'historienne continue de chercher. Elle en trouve d'autres. Jeanne Dubois, 17 ans, de l'Alabama rural, a construit des P-47 Thunderbolt. Patricia Lemoine, 16 ans, de Buffalo, a construit des réservoirs largables de P-51. Martine Garnier, 18 ans, de Détroit, a équilibré des hélices de P-39 Airacobra. 310 000 femmes de moins de 21 ans ont travaillé dans les usines d'aviation américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart n'ont jamais été reconnues. Beaucoup sont mortes. Mais en 2023, l'historienne compile une liste de 18 femmes qui sont encore en vie. Erlinda Avila est l'une d'elles. Elle a 97 ans. L'historienne la contacte. « Madame Avila, avez-vous travaillé chez North American Aviation à Phoenix pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Erlinda hésite. « Oui, pendant 18 mois. » « Avez-vous riveté des ailes de bombardier B-25 ?»« Oui. »« Avez-vous une preuve ?» Erlinda rit. « Non. Ils ne nous ont pas donné de papier. Nous avons juste travaillé. » L'historienne a une preuve. Les registres de North American Aviation, le nom d'Erlinda, son travail, ses 6 000 rivets. Madame Avila, le Congrès va décerner la médaille d'or du Congrès aux femmes qui ont travaillé dans les industries de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes admissible. Erlinda reste silencieuse pendant un long moment. Puis elle demande « Pourquoi maintenant ?» L'historien n'a pas de bonne réponse. Micro-récompense. 3. 65%. La médaille d'or du Congrès est la plus haute distinction civile que les États-Unis puissent décerner. Moins de 200 ont été attribués dans l'histoire américaine. George Washington en a reçu une, les frères Wright, Rosa Parks, Nelson Mandela
Et en 2025, 5 millions de femmes qui ont bâti l'arsenal de la démocratie. 80 ans trop tard. Mais pourquoi a-t-il fallu 80 ans? Bloc 5.5, les 17 autres. Erlinda Avila n'était pas seule à la cérémonie du 21 mars. 17 autres femmes se tenaient à ses côtés, chacune avec sa propre histoire, chacune invisible pendant 80 ans, chacune enfin vue. Ginette Dubois, 97 ans. Dans la campagne avéronaise, elle a construit des P-47 Thunderbolts chez Republic Aviation. Elle avait 17 ans quand elle a commencé. Son père était métayer. Elle n'avait jamais vu d'avion avant son premier jour à l'usine. À la fin de la guerre, elle avait aidé à construire 212 P-47. Un parcours parfait, zéro défaut. Elle ne savait ni lire ni écrire quand elle a commencé. L'usine lui a appris. Elle a appris à lire les plans avant d'apprendre à lire les livres. Patricia Lemaire, 101 ans, à Lyon. Elle a construit des réservoirs largables de P-51 chez Buffalo Tank Corporation. Les réservoirs largables qui ont étendu le rayon d'action du P-51 de 750 km à 2650 km, les réservoirs largables qui ont rendu possible le raid sur Berlin du 6 mars 1944, Churchill les a appelés l'invention qui a gagné la guerre. Patricia en a fabriqué 47. À la main, des soudures parfaites, des tolérances impeccables. Si un réservoir largable cédait, le pilote mourait. Aucun des réservoirs largables de Patricia n'a cédé. Martine Garnier, 99 ans, à Toulouse. Elle a équilibré les hélices des P-39 Airacobra chez Bell Aircraft. Le P-39 avait une conception unique. Le moteur était derrière le pilote, relié à l'hélice par un arbre de transmission de 3 mètres. Si l'hélice n'était pas parfaitement équilibrée, les vibrations fissureraient l'arbre de transmission. L'avion s'écraserait. Martine a équilibré 847 hélices, à la main, à l'aide de poids, de pieds à coulisses et d'une balance de mesure précise au 10e d'once. 847 hélices. Zéro défaut. Bérangère Moreau, 94 ans, à Nantes. Elle a installé le câblage électrique des B-17 Flying Fortress chez Boeing. 22 km de câblage par avion. 736 points de connexion. Si un fil était croisé, une connexion lâche. Une soudure faible. Les instruments de l'avion tomberaient en panne. La navigation échouerait. La communication échouerait. Bérangère a câblé 103 B-17. Tous ont volé, tous sont revenus. Elle se souvient encore des numéros de série. Hélène Roux, 98 ans, à Marseille. Elle a installé les systèmes hydrauliques des P-38 Lightnings chez Lockheed. Le système hydraulique du P-38 actionnait le train d'atterrissage, les volets, les freins de piquet. Et les tourelles de tir, 147 canalisations hydrauliques distinctes, 3200 rivets, toute fuite, toute défaillance, signifiait que le pilote ne pouvait pas atterrir. Hélène a installé les systèmes hydrauliques de 217 P-38. Zéro fuite, zéro défaillance. Elle testait personnellement chaque système avant que l'avion ne quitte l'usine. Et 12 autres femmes, âgées de 94 à 101 ans. 12 autres contributrices invisibles, 12 autres noms qui auraient dû figurer dans les livres d'histoire il y a 80 ans. Elles portaient toutes des foulards à pois rouges. Elles ont toutes pleuré pendant la cérémonie. Elles ont toutes posé la même question qu'Erlinda. Pourquoi maintenant? Personne n'avait de bonne réponse. Mais elles étaient là. 21 mars 2025, National World War II Museum, la Nouvelle-Orléans. 18 femmes qui ont bâti l'arsenal de la démocratie, enfin visible, enfin honorée, enfin dont on se souvient, 80 ans trop tard. Bloc 6, 21 mars 2025, National World War II Museum, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. 17 heures, 18 femmes arrivent. La plus jeune a 94 ans, la plus âgée a 101 ans. Elles portent des foulards à pois rouges.
La signature de Rosie la riveteuse. Certaines utilisent des déambulateurs, certaines utilisent des fauteuils roulants. Elles pleurent toutes. Le personnel et les visiteurs du musée bordent la place. Ils agitent des drapeaux américains. Ils applaudissent. Certains pleurent aussi. La Gary Sinise Foundation a tout organisé. Les vols, les hôtels, la cérémonie. Ils voulaient que ces femmes soient honorées de leur vivant, parce que l'année prochaine, certaines d'entre elles ne seront plus là. Erlinda Avila, 97 ans, entre lentement dans l'US Freedom Pavilion. Elle porte son foulard à pois rouges, elle tient un petit drapeau américain. Ses mains, ces mêmes mains qui ont enfoncé 6000 rivets dans les ailes des B-25, tremblent. Un conservateur de musée s'approche. « Madame Avila, nous avons quelque chose à vous montrer. » Il conduit Erlinda vers une exposition. Derrière une vitre, une section d'une aile de bombardier B-25 Mitchell, aluminium, rivets, conduite de carburant, câbles hydrauliques. Le conservateur montre un rivet du doigt. Ceci provient d'un B-25 construit en 1943 à l'usine de Kansas City. D'après les archives, il y a une chance que vous l'ayez installé. Erlinda fixe le rivet. Elle tend la main. Sa main plane au-dessus de la vitre. « Je me souviens », murmure-t-elle. La cérémonie commence. Un membre du Congrès lit la citation officielle. Le Congrès des États-Unis décerne collectivement la médaille d'or du Congrès aux femmes qui ont travaillé dans les industries de la défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur précision, leur dévouement et leur sacrifice ont bâti l'arsenal de la démocratie. Elles ont défendu la liberté. Elles ont gagné la guerre. Et aujourd'hui, 80 ans trop tard, nous disons merci. 18 femmes se lèvent. Le public se lève avec elles. Des applaudissements. Cela dure 5 minutes. Erlinda n'entend rien. Elle fixe ce rivet derrière la vitre. Plus tard, un journaliste lui demande « Madame Avila, quel effet cela fait-il d'être enfin reconnue ?» Erlinda réfléchit longuement, puis elle dit « Je ne l'ai pas fait pour être reconnue. Je l'ai fait parce que mon frère était en danger. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait le faire. Mais je suis contente que les gens le sachent maintenant. Je suis contente qu'ils sachent que nous étions là. » Le journaliste pose une autre question. « Que voulez-vous que les gens retiennent ?» Erlinda regarde directement la caméra. « Nous étions invisibles. Pendant 80 ans, personne ne connaissait nos noms, mais nous avons construit les avions, nous avons construit les bombardiers, nous avons construit les chasseurs, chaque rivet, chaque boulon, chaque fil. C'était nous. Nous avions 15, 16, 17 ans. Nous ne pouvions pas voter, certaines d'entre nous ne savaient même pas lire, mais nous avons bâti l'arsenal de la démocratie, et nous l'avons fait parfaitement. » Cliffhanger 3. Ce soir-là, Erlinda Avila retourne dans sa chambre d'hôtel. Elle tient la médaille d'or du Congrès. Elle est lourde, en or véritable. Elle la pose sur la table de chevet, et puis elle sort quelque chose qu'elle garde dans son sac à main depuis 82 ans. Quelque chose que personne d'autre ne sait. Quelque chose qui explique tout. Bloc 7, le rivet qu'elle a gardé. 1944. Le dernier jour d'Erlinda chez North American Aviation. Elle termine son dernier rivet. Elle sort en rampant de l'aile du B-25. Le contremaître vérifie son travail. Parfait, comme toujours. Bonne chance, Erlinda. Elle hoche la tête. Elle se tourne pour partir. Et puis, elle s'arrête. Elle regarde en arrière, vers le B-25. Ce bombardier volera vers le Pacifique. Quelqu'un sera assis dans le cockpit. Quelqu'un aura confiance que les ailes ne céderont pas. Erlinda remonte sur l'aile. Elle fouille dans sa sacoche à outils. Elle en sort un seul rivet, tout neuf, jamais utilisé. Elle le met dans sa poche. Le contremaître la voit. « Erlinda, qu'est-ce que tu fais ?»« Je veux me souvenir, » dit-elle. Le contremaître devrait la signaler. Vol de propriété de l'entreprise. Mais il ne le fait pas.
Rentre chez toi, dit-il doucement. Erlinda garde ce rivet pendant 82 ans. Elle le transporte dans son sac à main, toujours, à travers les mariages, les enfants, les petits-enfants, à travers des décennies d'invisibilité. Et en mars 2025, lorsque le conservateur du musée lui demande si elle a quelque chose de son passage chez North American Aviation, Erlinda fouille dans son sac à main. Elle sort le rivet. « Ça », dit-elle. « Je l'ai gardé. » Le conservateur fixe le rivet. « Mademoiselle Avila, c'est un rivet d'aile de B-25 de 1943. Savez-vous à quel point c'est rare ?» Erlinda sourit. « J'en ai 6000, mais celui-ci est à moi. » Le conservateur demande. « Voudriez-vous en faire don au musée ?» Erlinda tient le rivet dans sa paume. Il est petit, en aluminium. Poli par 82 ans passés dans son sac à main. Elle le tend au conservateur. « Mettez-le à côté de la médaille, » dit-elle. Et pour que les gens sachent, la médaille est jolie, mais le rivet, c'est ce qui comptait vraiment. Micro-récompense 4,90%. Ce rivet est maintenant exposé au National World War II Museum à la Nouvelle-Orléans, à côté de la Congressional Gold Medal d'Erlinda Avila, à côté d'une photo d'elle à 15 ans, et à côté d'une seule phrase gravée dans le laiton. Elle était invisible, mais elle a construit les ailes. Bloc 8. Pourquoi c'est important maintenant, 2025. Les 18 femmes qui ont assisté à la cérémonie à la Nouvelle-Orléans sont en train de mourir. Pas métaphoriquement, littéralement. Elles ont entre 90 et 100 ans. Chaque mois, 1 ou 2 décèdent. D'ici 2026, la plupart d'entre elles auront disparu. L'historien qui a trouvé leur nom dit « Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Ces femmes sont le dernier lien vivant avec l'arsenal de la démocratie. Une fois qu'elles seront parties, il ne nous restera que des archives. Et les archives ne vous disent pas ce que c'était d'avoir 15 ans, de ramper à l'intérieur d'une aile de bombardier, en sachant que si vous faisiez une seule erreur, quelqu'un mourrait. La Gary Sinise Foundation travaille maintenant à enregistrer des témoignages oraux de toutes les Rosie the Riveter survivantes qu'elle peut trouver. En mars 2025, elle avait enregistré 212 entretiens. Elle en cherche d'autres. Parce que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement une histoire de généraux et de batailles, c'est une histoire d'Erlinda Avila, c'est une histoire de Jeanne Dubois, c'est une histoire de Pauline Leclerc, c'est une histoire de 310 000 filles qui ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas servir au combat, ne pouvaient même pas faire paraître leur nom dans un journal, mais qui ont construit les avions qui ont gagné la guerre. Elles étaient invisibles, elles n'auraient pas dû l'être. Et maintenant, 80 ans plus tard, nous les voyons enfin. Erlinda Avila, 97 ans, debout dans le National World War II Museum, tenant un rivet dans sa main, regardant la caméra. Nous étions là, souvenez-vous, nous étions là. Bloc 8. 5. La Gary Sinise Foundation, une course contre la montre. La Gary Sinise Foundation n'avait pas prévu de préserver les histoires des Rosie the Riveter. Elle a commencé comme une organisation de soutien aux anciens combattants. Mais en 2023, une bénévole de la Fondation, une ancienne de la marine elle-même, Amélie Lambert, a assisté à un service commémoratif pour sa grand-mère. Sa grand-mère, Simone Lambert, avait travaillé chez Curtis Wright à Buffalo pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'en avait jamais parlé, pas une seule fois, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants, aux funérailles. Amélie a trouvé une boîte à chaussures dans le placard de sa grand-mère. À l'intérieur, une clé de boîte à outils, un badge d'employé fané et une note manuscrite. « J'ai construit les ailes. Personne n'a demandé. Personne ne s'en souciait. Mais j'ai construit les ailes. » Amélie a apporté la boîte à chaussures à la Gary Sinise Foundation. Ma grand-mère a servi, tout comme les anciens combattants servent. Elle a construit les avions qui ont gagné la guerre, mais personne ne s'est souvenu d'elle.
Personne ne l'a honorée. Pouvez-vous aider? La Fondation a enquêté. Elle a découvert que Simone Lambert avait rifté manuellement les ailes des avions de transport C-46 Commando, 83 appareils, entre 1942 et 1944, zéro défaut. Elle avait 16 ans quand elle a commencé. Simone est décédée en 2022. Elle avait 96 ans. Personne ne l'a interviewée. Personne n'a enregistré son histoire. Personne n'a demandé ce que c'était d'avoir 16 ans, de construire des avions militaires, en sachant que si elle faisait une seule erreur, des soldats mourraient. Amélie Lambert a lancé un programme, le Soaring Valor Project. La mission, trouver toutes les femmes survivantes qui ont travaillé dans les industries de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Les intervieweurs, enregistrer leurs histoires, préserver leur voix, avant qu'elles ne disparaissent. En mars 2025, le Soaring Valor Project avait identifié 412 femmes encore en vie, âgées de 94 à 104 ans, 412 liens vivants avec l'arsenal de la démocratie. Elles en ont interviewé 212. Il reste donc 200 femmes. Et le temps presse. Les statistiques sont brutales. Les femmes au milieu de leurs 90 ans ont un taux de mortalité de 50% dans les 2 ans. Les femmes de plus de 100 ans ont un taux de mortalité de 80% dans l'année. Ce qui signifie que si le Soaring Valor Project n'interviewe pas les 200 femmes restantes d'ici la fin de 2025, la plupart d'entre elles mourront. Leurs histoires mourront avec elles. Leurs voix seront perdues à jamais. Amélie Lambert dit « Nous ne préservons pas l'histoire, nous préservons des gens. Ces femmes ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des Simone Lambert, ce sont des Erlinda Avila, ce sont des Jeanne Dubois. Elles sont réelles, elles sont vivantes et elles sont en train de mourir. » La Gary Sinise Foundation finance autant d'entretiens que possible. Chaque entretien coûte $300. Cela couvre les frais de déplacement au domicile de la femme, le matériel d'enregistrement professionnel, les services de transcription et le stockage des archives au National World War II Museum. $300. C'est tout. C'est ce qu'il en coûte pour préserver à jamais l'histoire d'une femme. La Fondation a des fonds pour 50 entretiens supplémentaires cette année. Elle a besoin de fonds pour 150 de plus. 50 entretiens préserveront 50 voix. 150 interviews permettront de préserver 150 voix. Mais il reste 200 femmes, ce qui signifie que 50 femmes, 50 contributrices à l'arsenal de la démocratie, mourront sans qu'on leur ait jamais demandé comment c'était. C'est inacceptable. La cérémonie du 21 mars n'était pas qu'une célébration, c'était un appel à l'action, un rappel que ces femmes sont toujours là, qu'elles sont toujours vivantes, qu'elles attendent toujours qu'on les interroge, et le temps presse. CTA, Super Thanks, structure, 4 phases, plus, urgence, mars 2025. Si cette histoire vous a ému, envisagez de laisser un Super Thanks. Voici pourquoi c'est important. Phase 1, révélation de la mission. Chaque euro provenant des Super Thanks est directement affecté à une mission spécifique, un partenariat avec le National World War II Museum et la Gary Sinise Foundation pour financer des enregistrements d'histoires orales des dernières Rosie encore en vie. En mars 2025, on estime à 400 le nombre de femmes encore vivantes ayant travaillé dans les usines de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart n'ont jamais été interviewées. La plupart auront disparu dans les 2 ans. Phase 2. Le problème que Super Thanks résout. L'enregistrement d'une histoire orale coûte environ 300 € par interview. Cela comprend les frais de déplacement, le matériel, le stockage d'archives et la transcription. Les musées et les fondations n'ont pas les fonds nécessaires pour les 400 interviews. Ils établissent des priorités en fonction de l'âge, en commençant par les plus âgés.
Mais cela signifie que des femmes dans le milieu de la 90aine sont oubliées. Votre Super Thanks change cela. Phase 3, maths impactant. Voici le calcul. 20 Super Thanks à 5 €, chacun finance une interview complète d'histoire orale. C'est une Rosie de plus, dont l'histoire est préservée à jamais. Un nom de plus qui ne sera pas oublié. Si chaque personne regardant cette vidéo laissait juste un Super Thanks, nous pourrions financer 50 interviews ce mois-ci seulement. Phase 4, call et ROAC urgente. Plus marche, 2025 deadline. La Gary Sinise Foundation a un objectif, enregistrer 100 interviews d'ici la fin de 2025. Nous en sommes à 212. Il nous en faut encore 88. Mais le temps presse. Les femmes honorées lors de la cérémonie du 21 mars à la Nouvelle-Orléans, 18 d'entre elles, ont toutes plus de 95 ans. Statistiquement, la moitié aura disparu d'ici mars 2026. Si vous vous êtes déjà senti reconnaissant pour la liberté dont vous jouissez, voici votre chance de dire merci aux femmes qui l'ont construite. Laissez un super thanks, financez une interview, préservez une histoire, avant qu'il ne soit trop tard. CTA commentaire, site type incluant newsjacking. Type 1, engagement émotionnel direct. Si vous aviez vu Juliette à 15 ans, rampant à l'intérieur de l'aile de ce B-25, qu'auriez-vous pu lui dire? Déposez votre réponse ci-dessous. Honorons ensemble son sacrifice. Type 2. Comparaison personnelle. Juliette avait 15 ans quand elle construisait des bombardiers. Que faisiez-vous à 15 ans? Comment cela se compare-t-il? Partagez votre histoire dans les commentaires. Type 3. Test de connaissance. Question rapide. Combien de rivets Juliette a-t-elle installé pendant ses 18 mois chez North American Aviation? Déposez votre estimation ci-dessous avant de faire défiler pour voir si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. La réponse se trouve dans la vidéo. Type 4, controverse calculée. Question honnête, la médaille d'or du Congrès aurait-elle dû être décernée il y a 80 ans ou vaut-il mieux tard que jamais? Débattons de cela respectueusement dans les commentaires. Type 5, newsjacking, Connecteur March 2025 Event. Si vous regardez cela en mars 2025 ou plus tard, vous vivez dans la même ligne temporelle que la cérémonie de reconnaissance de Erlinda Avila. Cette cérémonie a eu lieu le 21 mars 2025 à la Nouvelle-Orléans. En avez-vous entendu parler dans les journaux? Sinon, pourquoi pensez-vous qu'elle n'a pas été plus largement couverte? Déposez vos réflexions ci-dessous. Type 6, demande d'histoire familiale. Est-ce que quelqu'un dans votre famille a travaillé dans une usine de défense pendant la Seconde Guerre mondiale? Si oui, partagez leur histoire dans les commentaires. Construisons un registre ensemble. Les musées ont besoin de ces histoires avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Une précision parfaite. Zéro défaut. Imaginez l'exigence absolue, la quête de la perfection dans chaque geste, chaque assemblage. C'était la réalité d'Erlinda Avila et de milliers d'autres femmes travaillant sans relâche pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, en cette année 2025, nous allons enfin plonger au cœur de cette histoire captivante. Une histoire longtemps restée dans l'ombre. Une histoire où la précision n'était pas seulement une qualité, mais une question de vie ou de mort. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe lorsque la pression est à son comble et que la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La tâche d'Erlinda et de ses collègues était claire, impitoyable. Construire des bombardiers B-25, ces géants d'acier qui allaient sillonner le ciel et changer le cours de la guerre. Mais la cadence était infernale, les délais, impossibles, et les enjeux, colossaux. Chaque rivet, chaque boulon, chaque connexion devait être impeccable. Pas de place pour l'approximation, ni pour l'erreur humaine. Et tout cela, dans un contexte de guerre,
où la peur, l'incertitude et l'angoisse étaient omniprésentes. Comment Erlinda et les autres ont-elles fait pour surmonter ces obstacles, pour maintenir une telle précision et pour contribuer de manière si significative à l'effort de guerre? C'est ce que nous allons explorer en détail, à travers des témoignages, des images d'archives et des révélations surprenantes. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous étonner. Et au fait, saviez-vous que la Congressional Gold Medal, cette distinction suprême, pourrait bientôt leur être décernée, enfin en 2025? Mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui a empêché cette reconnaissance pendant si longtemps? La suite, dans quelques instants.